le titre de mon intervention n'augure rien de très très bon. Les savoirs à cette heure-là, c'est vraiment une question sans doute un petit peu rébarbative. Et c'est une question en plus particulièrement complexe. Savoir ce qu'est le savoir, vous imaginez un petit peu. Donc écoutez, je vais vous proposer de faire une petite promenade dans ces histoires-là. Petite promenade dont je vous préviens, elle risque d'être peut-être quelquefois un petit peu ardue. Auquel cas, je vous demanderai si à un moment je vous perds, de manifester à ce moment-là le fait que vous ne me suivez plus. C'est important et n'hésitez pas à le faire parce que l'idée c'est de réfléchir ensemble à ces questions-là et je compte beaucoup surtout sur les échanges qu'on pourrait avoir après cette intervention pour m'aider moi aussi à comprendre de quoi il s'agit. Voilà, alors autrement, bien écoutez, je suis tout à fait heureux d'être en pays catalan. Je viens moi de Bretagne, Saint-Nazaire, mais en Bretagne, vous savez qu'il y a Saint-Nazaire pas très loin d'ici. Et je suis très heureux de vous retrouver, un petit peu stressé parce que j'ai dormi là sur la côte et c'était un peu compliqué, il y a des travaux à l'entrée de Perpignan. C'est un peu stressant pour arriver jusqu'à vous. Mais enfin voilà, j'y suis, vous êtes là, et puis on va essayer de faire un petit bout ensemble. Bon, alors comment qui je suis, en deux mots, hein, je suis d'une part je suis à la retraite, voilà, ce qui est un état tout à fait agréable. Je suis à la retraite, mais j'ai été au cours de mon existence, notamment professionnelle, j'ai été, et c'est mon identité, j'étais éducateur spécialisé et j'ai beaucoup travaillé pendant de nombreuses années en prévention dans les quartiers dits sensibles. C'est d'ailleurs dans ces quartiers dits sensibles qu'à un moment j'ai commencé à comprendre que j'étais loin de tout savoir. Et par différentes expériences, éventuellement je vous raconterai une anecdote à ce sujet-là plus tard si on a le temps. C'est en fait pendant cet exercice professionnel, à un moment où je me posais vraiment la question de savoir si je servais à quelque chose en tant que travailleur social, dans un quartier où les phénomènes de violence étaient récurrents et où j'avais franchement l'impression que je ne servais à rien. À un certain moment, c'est en fait un jeune du quartier dans lequel je travaillais qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait comprendre que ne vivant pas dans le quartier, je n'avais pas la connaissance du vécu des gens du quartier et que les idées que je pouvais me faire sur les gens du quartier étaient des idées de quelqu'un qui n'y habitait pas dans ce quartier, non seulement qui n'y habitait pas, mais qui ne partageait pas les conditions de vie de la majorité des gens de ce quartier. C'est un quartier relativement pauvre. Moi je ne vivais pas dans cette situation-là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que je pouvais vivre et ce que vivaient les personnes, et que pour se comprendre, il était important d'essayer de pouvoir trouver les conditions d'un véritable dialogue. Et ce n'était pas très simple. Donc tout de suite s'est posé la question de savoir, enfin, du décalage entre les savoirs que je pouvais posséder, moi en tant que, entre guillemets, petit bourgeois, plein de bonne volonté certes, mais ne vivant pas ces réalités-là, et les personnes auprès desquelles je travaillais, qui eux vivaient dans des conditions beaucoup plus compliquées que les miennes. Essayons de voir ensemble, si vous voulez bien, ce que veut dire savoir. Alors, je vous propose d'avoir une définition la plus simple possible, c'est la définition des dictionnaires. Ça reste encore, ces outils-là, des choses qui nous permettent d'essayer de trouver du sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le dictionnaire quand on cherche au mot savoir? J'ai pris, vous avez au-dessus de moi donc, la diapo, j'ai pris plusieurs définitions, donc je vous les lis. Savoir, pour Hachette, c'est un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles acquises par l'étude ou par l'expérience. Dans le Littré, savoir est défini ainsi: ensemble de connaissances d'une personne ou d'une collectivité acquises par l'étude, par l'observation, par l'apprentissage et ou par l'expérience. Et enfin, dernier dictionnaire dont je vous propose la définition, le Larousse, le savoir est défini comme ça: avoir des connaissances sur quelque chose, quelqu'un. Avoir appris quelque chose, le connaître, pouvoir le décrire et le répéter. Ce qui est intéressant dans ces définitions, c'est qu'on va retrouver déjà un mot dans toutes les définitions. Le mot savoir est lié au mot connaissance. Et donc, il doit y avoir quelque chose à voir entre les connaissances et le savoir. Deuxième chose qui est commun à ces définitions, c'est que l'acquisition de ces connaissances s'opère par différentes voies. Alors, par l'étude, par
voilà, par l'étude, par l'apprentissage et c'est important, et c'est marqué dans le dictionnaire, et par l'expérience. Et c'est sur cette dernière source de savoir, dont je vais essayer de vous parler ce matin pour essayer de savoir comment l'expérience pourrait être source de savoir. C'est de ça dont je vais vous parler. Alors, pour finir sur la question des connaissances, du savoir, pardon, la définition, c'est pas du mot connaissance, hein, parce que je vous ai dit, la connaissance semble être très liée au savoir. Donc, une connaissance, selon Hachette, hein, une connaissance est une idée exacte d'une réalité, de sa situation, de son sens, de ses caractères, de son fonctionnement. Alors, ce que je vous demanderais surtout, ce qui me paraît intéressant de cette affaire-là, c'est que, là j'ai pris une définition, hein, pour ne pas être trop didactique, mais en fait, on retrouve dans la plupart des définitions au mot connaissance associé un autre mot qui est le mot réalité. Donc, les connaissances que nous acquérons auraient pour objet de définir ce qu'est la réalité. D'accord ? Ce qui est important quand même sur ces questions-là, c'est que quand on regarde l'ensemble de ces définitions, le mot savoir est un mot tout à fait ce qu'on appelle en langage savant un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens et qui recouvre en fait une réalité très très vaste. Le savoir depuis l'Antiquité, depuis l'origine de l'humanité, est quelque chose qui a toujours préoccupé les hommes. Qu'est-ce que c'est que le savoir? Et de ce point de vue-là, je vous proposerai tout de suite comme première définition de ce savoir, celle de Socrate, hein, ce fameux philosophe grec né bien avant Jésus-Christ, qui disait du savoir, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, c'est important parce que les savoirs, et nous en reparlerons, se définit aussi par un autre mot qui est sans doute le mot ignorance. La première chose, quand on regarde le savoir, au mot savoir est associé aussi souvent un autre mot, c'est le mot savant. D'ailleurs, c'est pas hasard parce que pendant des siècles, en fait, ceux qui détenaient le savoir étaient considérés comme des savants. Et d'ailleurs, seuls les savants savaient. Vous me suivez? Les savants savaient. Bon. Tous ceux qui n'étaient pas savants n'étaient pas censés savoir. Les choses se sont un petit peu complexifiées avec le temps, et notamment, si on revient à notre culture occidentale, la Révolution française a sans doute été un moment clé où tout d'un coup, des gens qui n'étaient pas savants ont commencé à contester ce qu'on appelait les Lumières, ont commencé à contester ce monopole qu'auraient les savants de devenir le savoir. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que c'est un moment politique qui a permis de commencer à déconnecter les savants du savoir. Aujourd'hui, le savoir, très clairement, a évolué et le savoir aujourd'hui il est à la science. Et ça, c'est nouveau. Hein. Il faut savoir que pour les savants dans l'Antiquité, la science n'était pas forcément un savoir. C'était de l'expérience, etc. Le savoir qui primait pendant très longtemps, c'était le savoir théologique, le savoir spirituel qui dominait. Le vrai savoir se trouvait dans cette théorie-là. La science était suspectée de ne pas être complètement de l'ordre du savoir. Et puis les choses se sont inversées, et là, aujourd'hui, très clairement, ce qui domine est associé très clairement et très intimement au mot savoir, le mot science. Donc aujourd'hui, le savoir scientifique est devenu de loin le savoir primordial. Pour autant, si les choses donc se sont complexifiées, se sont démocratisées, on pourrait dire comme ça, il n'empêche que le savoir reste quand même quelque chose qui ne peut être reconnu que par ce qu'on appelle la cité savante. C'est-à-dire que le savoir, en fait, reconnu, légitime, incontestable, c'est le savoir qui est légitimé par un certain nombre d'attributs, comme les diplômes, comme la position sociale, comme la réputation. Et donc, on voit bien que même si les choses se sont démocratisées, le savoir reste quand même encore la propriété d'un groupe d'acteurs précis qu'on peut identifier parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils écrivent des livres, parce qu'ils font des discours, etc., etc. Donc le savoir est quand même encore limité, hein, la première exception, à une catégorie quand même très réduite malgré tout de la population, même si c'est un petit peu plus vaste que le savoir des seuls savants de l'Antiquité. Dernière chose sur le savoir, ce qui distinguerait finalement le savoir savant du reste,
hein, de tous les autres savoirs, c'est que le savoir, en fait, au savoir s'opposerait ce qu'on appelle le sens commun. Qu'est-ce que c'est que le sens commun, en fait? Le sens commun, c'est la façon dont tout un chacun réfléchit à sa vie. Et pour un certain nombre de penseurs, ce sens commun, finalement, ce n'est pas du vrai savoir, parce que ce sens commun est tout à fait empreint de préjugés, de représentations, de choses finalement qui ne sont pas de l'ordre d'une réflexion approfondie et qui sont même porteurs de plein de contre-vérités. Et fake news, comme dirait notre ami Trump actuellement. Ami, c'est pas tout à fait le cas pour moi, mais enfin. Donc, est-ce que ce sens commun, c'est-à-dire est-ce que la façon dont les individus penseraient serait forcément qu'un ramassis finalement de stéréotypes, hein, c'est la question. Alors, il faut savoir qu'un des grands penseurs de cette question-là, là, je vais poser quelques grands mots, hein, c'est pas pour faire chouette, mais parce que je n'avais pas trouvé d'autres mots, ce qu'on appelle l'épistémologie, hein, qui est la science de la connaissance, en fait, a été travaillée par un certain nombre de penseurs dans le monde, et un des grands épistémologues du monde est un Français qui s'appelle Gaston Bachelard. Et Gaston Bachelard, au siècle dernier, hein, au XXe siècle, justement a distingué ce qu'il appelait la rupture épistémologique, en distinguant des choses qui relèveraient de la science, d'un savoir qui serait pas incontestable, mais en tout cas qui serait labellisé, qui est le savoir donc des savants, des scientifiques, etc., et le sens commun. Et par cette rupture épistémologique, Bachelard pouvait introduire l'idée que si on n'était pas quand même réellement formé, ou si on ne pouvait pas réellement produire du savoir. D'accord? Ça, c'est le point de vue de certains épistémologues. Or, d'autres penseurs, et là je vous cite un penseur tout à fait intéressant à ce niveau-là, qui est également un intellectuel qui travaille beaucoup sur les questions, qui est Michel Serres, que vous connaissez peut-être, lui, en tant qu'intellectuel, prétend pour autant que le savoir, et je lis sa citation, le savoir se reconnaît à ce qu'il connaît des lieux où il défaille. Alors je répète, hein, la phrase peut paraître compliquée, en fait elle est très simple. Hein. Il dit le savoir se reconnaît à ce qu'il connaît des lieux où il défaille. En fait, selon Michel Serres, les véritables savants seraient des gens qui mettraient en avant leur ignorance. Et de ce point de vue-là, on retrouverait dans la définition de Michel Serres, très récente, hein, ça date des années 70, on retrouvait la pensée de Socrate, à savoir que savoir, c'est savoir je ne sais pas. Hein. Donc vous voyez, et de ce point de vue-là, dans la cité intellectuelle, dans la cité savante, il y a des débats, certains affirmant que le savoir est possédé que par certains, et d'autres disant, ça c'est pas une évidence du tout, puisque finalement, ce qui caractériserait le vrai savant, c'est quelqu'un qui admettrait ne pas savoir. Est-ce que vous me suivez? Je comprends qu'à 9h du matin, c'est peut-être un peu indigeste. J'ai perdu personne encore? Vous me dites, hein, voilà. Alors, au savoir, et donc c'est lié à ce que je vous disais tout précédemment, est lié un autre mot qui est tout à fait important. Savoir rime avec pouvoir. Hein, c'est pas une nouveauté cette affaire-là. Savoir, c'est pouvoir. De ce point de vue-là, il faut distinguer deux choses. À mon avis, affirmer que savoir c'est pouvoir, c'est pas complètement faux. Au moins dans la première acception du terme. Effectivement, pour pouvoir vivre, pour pouvoir agir, etc., il faut savoir des choses. Et si on est totalement ignorant, on est quand même dans une grande difficulté pour se débrouiller dans la vie. Donc savoir et pouvoir, et notamment pouvoir agir, sont effectivement quelque chose qui vont bien ensemble. Il y a bien un lien entre le savoir et le pouvoir. Le seul problème, c'est que le mot pouvoir a deux acceptions. La première acception, c'est celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire pouvoir, c'est simplement se mouvoir, faire des choses, agir, etc. Et le lien, cette fois, entre savoir et pouvoir, est tout à fait légitime. Le gros problème, et là c'est plus compliqué, c'est que le pouvoir aussi, le pouvoir, c'est les dominants. Être en situation de pouvoir, avoir le pouvoir, c'est être en situation de domination. Et là, savoir, dans ce cas-là, veut dire dominer. Et c'est quelque chose de très important à ce niveau-là. Les dominants, de tout temps, ont revendiqué le fait qu'ils savaient des choses et que, en fait, c'est par ce savoir que leur pouvoir était légitime.
Alors il y a un penseur français également, que j'aime beaucoup, hein, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, que vous connaissez sûrement, au moins de réputation, Michel Foucault. Et Michel Foucault a beaucoup travaillé là-dessus, Michel Foucault dit quelque chose de tout à fait intéressant. Il dit « Les structures de pouvoir produisent des savoirs qui les justifient ». C'est-à-dire qu'il renverse un peu l'idée. Les gens qui sont au pouvoir ont toujours dit, et ça dans toutes les sociétés, hein, les dictateurs, mais même dans les sociétés démocratiques, tous les gens qui ont le pouvoir prétendent que ce pouvoir est normal puisqu'ils ont le savoir. Et Foucault renverse la chose en disant non, non, c'est bien ceux qui sont au pouvoir qui définissent ce qu'est le savoir. Et c'est pas le contraire, voyez ? Et ça c'est important. Et donc, Foucault dit, le savoir, c'est un instrument de domination des puissants sur les sujets du commun, sur les gens qui n'ont que le sens commun. Vous me suivez ? Et donc, dans cette affaire-là, la dimension politique du savoir est quelque chose de très important. Je continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir, si on reprend le lien savoir-pouvoir, a finalement deux aspects et peut avoir deux conséquences. Le savoir, quand il sert à agir, quand il sert à l'action, quand il sert à la possibilité effectivement de penser le monde et de s'y mouvoir, est à ce moment-là émancipateur. Hein. Alors émancipateur, le mot émancipation. Alors je suis emmerdé avec ce mot-là parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Et depuis que Macron l'utilise, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas tout à fait la même définition que lui de l'émancipation. Mais passons, c'est pas parce que Macron utilise des mots qui sont intéressants qu'on ne va pas les utiliser. Puisque l'émancipation, quand même, si c'est un peu obscur pour les gens, on peut tout à fait traduire émancipation par libération. S'émanciper, c'est en fait s'émanciper des chaînes qui pèsent sur nous. C'est donc, s'émanciper, c'est donc accéder à la liberté, ou en tout cas en prendre le chemin. C'est ça l'émancipation. Et donc le savoir sert effectivement, ou peut servir, à l'émancipation de l'individu et des communautés. Et ça, c'est l'aspect tout à fait important et positif du savoir, parce qu'il peut avoir cet aspect-là. Quand je dis « il peut », c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne le fait pas systématiquement. Et le savoir a un autre aspect, notamment quand il sert à la domination des puissants sur les faibles, c'est que à ce moment-là, le savoir devient oppresseur. Nous avons, dans l'histoire récente de l'humanité, d'ailleurs, un exemple tout à fait frappant qui met ça en évidence. Vous savez que les nazis sont quand même partis de la notion de nation allemande. Or, à l'époque où les nazis ont prospéré, la société la plus intellectuelle, la plus poussée au niveau du savoir et de tas de savoirs philosophiques, artistiques, littéraires, etc., était la société allemande. Et ce qui absolument a complètement sidéré l'ensemble de l'humanité, c'est que, alors que cette nation possédait sans doute à l'époque les plus grands intellectuels qu'il y avait dans l'ensemble de l'humanité, bah, cette nation était quand même capable de produire le nazisme, qui est clairement un régime, bah, c'est pas la peine d'en dire plus, qui a produit ce qu'on sait. Ça veut dire que le savoir n'est pas une garantie pour l'émancipation, et le savoir peut même servir à justifier la pire des choses. Donc le double aspect du savoir est quelque chose d'important, savoir d'une part émancipateur, d'autre part qui peut être oppresseur. Alors, comment on fait? Hop là, c'est bon. Cette histoire du savoir qui sert à la domination n'est pas une histoire récente. Et alors là, je vais vous parler d'un autre penseur, je m'en excuse, hein, je fais référence à pas mal de penseurs, et j'aurais pu très bien faire référence à d'autres gens qui ne sont pas considérés comme penseurs pour cette affaire-là. Mais bon, il faut que je fasse aussi sérieux, et que je montre quand même que j'ai eu un diplôme, donc voilà, je vais vous parler de penseurs patentés. Donc je vais vous parler d'un autre penseur, un philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, considéré de façon très claire par tout le monde comme étant un des penseurs de ce qu'on a appelé les Lumières étant le courant intellectuel qui a produit la Révolution française. Donc au même titre que Rousseau et que d'autres penseurs, Emmanuel Kant est clairement un intellectuel qui a permis au peuple d'imaginer qu'il pouvait se libérer des siècles d'oppression liés à la royauté.
Et Kant a beaucoup réfléchi sur cette histoire du lien entre pouvoir et domination. Dans un de ses ouvrages, qui s'appelle d'ailleurs Qu'est-ce que les Lumières, écrit en 1780, voilà ce qu'il écrit. Alors c'est pareil, hein, pour le coup c'est un langage de penseur qui n'est pas forcément d'une clarté évidente, qui a besoin peut-être des fois d'être traduit, mais je vous lis la phrase doucement, je pense que vous allez quand même en saisir le sens. Il dit « La structure hiérarchique de toutes les sociétés jusqu'à maintenant, donc on était avant la Révolution française, permet aux dominants de tenir leur sujet dans un état qui leur ôte toute chance de faire un usage libre de leur propre intelligence. » Je relis la phrase. La structure hiérarchique de toutes les sociétés jusqu'à maintenant permet aux dominants de tenir leur sujet dans un état qui leur ôte toute chance de faire un usage libre de leur propre intelligence. Je trouve que c'est plutôt bien dit, hein. Ça veut dire que, très clairement, les dominants ont toujours fait en sorte que les sujets, leur sujet n'ait pas un réel accès, en tout cas ne puisse pas faire preuve de leur intelligence. Alors, c'est intéressant parce que Kant, qui a malgré... Alors, c'est pas rigolo, Kant, hein, je ne sais pas si vous avez vu Kant, mais franchement, il ne veut pas se marrer tous les jours. Pour autant, il a quand même, de temps en temps, des traits d'humour. Et pour illustrer cette affaire-là, Kant dit même, je poursuis la phrase, « La puissance culturelle des vainqueurs empêche les couches sociales inférieures d'avancer dans le processus d'apprentissage cognitif. » D'apprentissage, on pourrait dire, de l'intelligence. Hein. Donc il reprend après. Et puis alors, voilà la métaphore, voilà l'image qu'il prend, je trouve qu'elle est extraordinaire. Après avoir rendu tout d'abord stupide le bétail domestique et soigneusement pris garde à ce que ces paisibles créatures ne puissent faire le moindre pas hors du parc où ils sont enfermés, il leur montre ensuite le danger qu'il y aurait à essayer de marcher tout seul. La métaphore des personnes dominées comme étant du bétail qu'on parque et surtout à qui on dit qu'elles seraient incapables d'aller ailleurs, je trouve est une métaphore qui montre tout l'humour, enfin, ou le cynisme de Kant. Donc, ça pour vous illustrer que cette histoire du lien entre savoir et pouvoir est un lien qui s'inscrit dans l'histoire et qui, malgré la Révolution française, malheureusement, j'ai l'impression, perdure un peu. C'est le problème d'ailleurs. Continuons. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est-à-dire que, encore dans nos sociétés démocratiques, et malgré donc je pense les progrès réels qu'ont apporté les Lumières et le fait que justement on a commencé un peu à déconnecter savant de savoir, qu'on a commencé à expliquer que peut-être les sujets, le bétail, pour reprendre Kant, pouvaient quand même penser, etc., les choses se sont améliorées. Mais encore aujourd'hui, nous le savons bien, les puissants de ce monde continuent, malgré tout, à tenir au fait de se considérer comme un petit peu plus intelligents que tout le monde. Le gros problème de cette affaire-là, c'est que une grande partie quand même de la population sur la Terre continue d'être en position donc de domination dans la plupart des sociétés, y compris dans les sociétés démocratiques dites avancées, et dans les nôtres. Les inégalités sociales, normalement la Révolution française a produit quand même quelque chose de fondamental, qui est la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, qu'on traduit aujourd'hui souvent par liberté, égalité et solidarité, mais c'est la même chose. Au milieu quand même de ces deux termes, de liberté et de solidarité ou de fraternité, il y a le terme égalité. Or, là je ne fais absolument pas de polémique, je suis très objectif en regardant simplement les chiffres qui nous sont fournis quotidiennement par l'INSEE. Les inégalités sociales perdurent dans nos sociétés, voire ces dernières années se renforcent, et donc les phénomènes d'humiliation et de domination, malheureusement, continuent à exister. Le problème, c'est justement comment faire évoluer cette chose-là. De ce point de vue-là, nous avons des exemples quand même de peuples qui, de façon contemporaine, ont pris conscience,
ont compris que le savoir était un enjeu tout à fait essentiel pour faire évoluer les sociétés. Je trouve qu'une des expériences peut-être les plus intéressantes qu'on a connues dans le monde ces dernières années, c'est l'expérience qui s'est passée en Amérique du Sud, et notamment au Brésil, où là les inégalités sociales étaient absolument extraordinaires, où une toute petite minorité de la population possédait tout le pays, et où la situation de servitude de la grande majorité de la population était une réalité absolument incroyable. Et c'est dans ce pays-là que un certain nombre de personnes ont considéré que la façon de renverser cette situation-là, cet état de domination, c'était de permettre justement aux gens d'en bas, à la majorité de la population, hein, de se cultiver, hein, et c'est un lien à voir, et de prendre conscience du fait qu'ils avaient une intelligence. Et c'est donc en fait dans l'humiliation même que ressentaient ces populations que se situait peut-être la solution. Alors, je vais vous parler surtout d'un penseur, un autre penseur, et là pour le coup, c'est plus d'ailleurs un activiste, hein, on appelle ça un activiste ou un militant, ce que vous voudrez. Paulo Freire, j'espère que certains nombre d'entre vous le connaissent, j'en suis persuadé d'ailleurs, dont un des ouvrages, à mon avis, devrait être sur la table de chevet de tout un chacun, qui s'appelle La pédagogie des opprimés, qui est un bouquin absolument extraordinaire. Et Paulo Freire, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord considéré, il est instituteur, il a considéré que, voyant la situation de servitude dans laquelle se trouvait la majorité des Brésiliens, et notamment des plus pauvres d'entre eux, il a considéré que pour que cette situation change, il fallait donc amener la culture à ces personnes asservies. Et donc, en tant qu'instituteur, il a commencé, dans un premier temps, à mener des campagnes d'alphabétisation, de diffusion de la culture auprès des populations opprimées. Et assez rapidement, il s'est aperçu que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est-à-dire que, effectivement, par des méthodes pédagogiques adaptées, on arrivait à apprendre à lire et à écrire aux gens, voire à les intéresser à la culture dominante. Mais que le gros problème, justement, c'est que ces cultures dominantes étaient en fait une culture qui, et là on retrouve Foucault, justifiait par elle-même la domination. Et que ce qu'il appelait la culture bancaire, hein, ou le savoir bancaire, c'est-à-dire un savoir finalement venant des classes dominantes et donné ou diffusé auprès des classes dominées, avait pour effet peut-être d'ouvrir un peu l'esprit de ces personnes-là, mais n'avait pas pour effet de renverser finalement la table et de remettre en cause la domination. Hein. Et donc Paulo Freire, au bout d'un moment, s'est dit, finalement, en diffusant la culture auprès des populations pauvres et en difficulté, je ne fais que justifier en fait la réalité de la domination. Et ce qui lui a fait à ce moment-là changer complètement d'attitude en se disant comment faire pour dépasser cette situation. Et c'est là que Paulo Freire s'est dit que finalement ces populations-là avaient une véritable intelligence de leur situation. Et que ce qui était important, certes, c'était sans doute quand même de leur transmettre des savoirs académiques, lire, écrire, enfin des choses comme ça, pour permettre à tout à chacun de mieux communiquer, mais ce qui était sans doute l'essentiel, c'est de faire à comprendre à ces populations qu'elles avaient elles aussi une véritable intelligence de leur situation, et que c'était en fait par la construction de cette intelligence, la construction collective de cette intelligence, et par la revendication à ce que cette intelligence soit reconnue par les puissants, qu'un mouvement de libération pourrait s'opérer. Hein, c'est-à-dire que l'émancipation passait non par la culture qu'il appelait bancaire, hein, la culture académique, je dirais, mais passait par la culture basée sur les savoirs que possédaient ces populations. Et très honnêtement, ce mouvement-là s'est opéré dans les années 70 et 80 au Brésil, et à l'époque, très honnêtement, dans le monde entier, cette idée-là était une véritable idée, c'était très révolutionnaire. Parce que très peu de gens... Alors, les guévaristes y avaient déjà pensé, hein, c'est Guevara et puis d'autres un petit peu dans le monde, mais en gros, cette idée-là, le fait que les opprimés pouvaient être intelligents et finalement pouvaient être les seuls à se libérer de leur chaîne, était quand même une idée très nouvelle. Vous me direz, Marx avait eu aussi un peu cette intuition, hein, aussi, il ne faut pas le dénier, et c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé du côté des prolétaires au XIXe siècle, quand ils ont commencé à se révolter contre l'oppression,
passait aussi par cette prise de conscience qu'ils avaient des possibilités et des possibilités de réfléchir de façon intelligente à leur situation. Mais c'est vrai que je pense que l'expérience de Paulo Freire est tout à fait intéressante. Donc, pour Paulo Freire, le processus pour arriver à cette libération, c'est ce qu'il a appelé le processus de conscientisation. Qu'est-ce que c'est la conscientisation? C'est très simple, hein. C'est simplement prendre conscience de sa situation d'oppressé. Parce que les gens qui sont en situation, alors on pourrait faire le parallèle aujourd'hui, hein, d'oppression, etc., ont, disons, un gros tort. Enfin, un gros tort, c'est pas un tort, c'est pas un reproche qu'on peut leur faire, bien entendu, mais on a souvent une tendance, c'est finalement de considérer que plus ou moins ils sont responsables de leur situation. Et d'admettre leur situation parce que, à force que les dominants leur expliquent que s'ils en sont là, c'est parce que c'est de leur faute, il y a une espèce d'intégration de cette idée-là, qu'effectivement, ils seraient responsables de leur situation, et donc, étant responsables de leur situation, qu'ils n'auraient d'autre choix que de l'admettre. Hein, ce qui provoque quand même, malgré tout, un fort sentiment d'humiliation, parce que se dire ça, c'est de se dire qu'on n'est pas tout à fait des citoyens comme les autres. C'est ça que ça veut dire. Et ça provoque ce qu'on appelle une souffrance psychosociale, ça provoque une réelle souffrance profonde qui a même des effets. Aujourd'hui, on a des études, notamment de psychiatres comme Jean Furtos, qui a des effets tout à fait même sur la santé mentale de ces populations. Donc pour se libérer de cette idée que finalement nous sommes responsables de notre situation, la conscientisation consisterait justement à se mettre à réfléchir sur le pourquoi de cette situation-là et à comprendre que cette situation-là est produite par les gens qui profitent de cette situation-là et donc qui sont en situation de domination. La conscientisation, c'est ça. C'est prendre conscience que nous ne sommes pas responsables forcément de la situation de galère dans laquelle on vit. Et ce processus de conciliation me paraît tout à fait essentiel. Et ce processus de conciliation est sans doute nécessaire pour construire à ce moment-là un savoir autonome qui peut être libérateur. Alors, Paulo Freire, je le cite, parce que je trouve que l'expression est très très forte. Personne ne libère autrui. Personne ne libère autrui. Personne ne se libère seul. Personne ne se libère seul. Les hommes se libèrent ensemble. Et ça, je crois que c'est une idée très forte. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Dernière chose sur l'aspect, c'est l'introduction. Vous avez vu que j'étais un peu long. Je ne sais pas au niveau du temps. Ça va, Elisa? Oh là là, il me reste 10 minutes. Écoutez, on fera ce qu'on pourra. Bon, 15 minutes. Vous avez vu que nous, quand on a parlé du savoir, on s'est aperçu que le savoir, ce serait un ensemble de connaissances. Et on s'est aperçu que, dans les définitions, la connaissance serait liée à la possibilité d'appréhender ou de définir ce qu'est la réalité. Alors ça, c'est un mot intéressant. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Je vous propose, vous voyez, à cette heure-là, quand même je sais pas, un mouvement cognitif peut-être un peu douloureux, mais essayons de voir ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Sur la réalité, on peut avoir différents points de vue. D'abord, sur la réalité, il peut y avoir une définition. Je peux vous coller, là, comme j'ai fait tout à l'heure sur le savoir, un certain nombre de définitions sur ce qu'est la réalité. Là, il s'agit de définitions théoriques de la réalité, des choses labellisées, et effectivement, la réalité se définit avec des mots, savants ou pas savants, mais à partir d'un discours. Mais la réalité aussi, c'est autre chose. La réalité peut se définir d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire que, de toute façon, tout à chacun, pour faire quoi que ce soit, nous sommes obligés de prendre en compte un certain nombre de paramètres. Nous ne sommes pas totalement libres, nous sommes forcément contraints par un certain nombre de choses, et donc la réalité, c'est souvent aussi un mur, un obstacle qu'il nous faut passer, et donc la réalité, elle est très opérationnelle. Elle n'est pas simplement théorique, il faut faire avec. Et enfin, la réalité, elle est vécue par chacun d'entre nous de façon, ce qu'on appelle existentielle. Parce que la réalité, on la ressent dans nos tripes. La réalité provoque chez nous des états d'âme, des envies ou des non-envies, etc. Donc la réalité, en fait, est quelque chose de complexe. La réalité a un aspect théorique, qu'on peut définir, un aspect opérationnel et un aspect existentiel. Et finalement, chacun de ces aspects est légitime, existe réellement.
Et ce qui est important de comprendre, mais chaque point de vue est sans doute insuffisant. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que pour essayer d'appréhender la réalité, on a sûrement besoin de croiser ces différents points de vue. D'accord ? Pour essayer d'approcher ce qu'est la réalité, parce que c'est très compliqué, est-ce qu'on vraiment peut y arriver, ça je ne suis pas certain, mais pour essayer d'en avoir une idée un peu précise, un peu plus juste, on a sûrement besoin de différents éclairages, comme une zone sombre qu'on aurait besoin d'éclairer, si vous voulez, par différents projecteurs. Ok ? La réalité se construit de façon plurielle. C'est le mot un peu savant. Pourquoi elle se construit de façon plurielle ? Parce que la réalité est complexe. Ce n'est pas quelque chose de simple, puisqu'elle a des dimensions, je vous dis, existentielles, on pourrait dire aussi psychologiques, elle a des dimensions intellectuelles, on pourrait dire donc cognitives, théoriques, et elle a des dimensions très pragmatiques dans l'opérationnalité. Est-ce que là j'ai perdu des gens ou est-ce qu'on me suit toujours ? Tout le monde, waouh, vous avez la pêche ce matin. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir ça en tête, la réalité est une construction plurielle. Je poursuis. Alors, si on revient maintenant sur la question des savoirs, et pour terminer cette introduction, pour essayer de discriminer les différents savoirs. Donc, il y a des savoirs qui ont une origine théorique, ce qu'on appelle les savoirs savants. Et puis vous avez vu dans les dictionnaires, on parle aussi de l'expérience ou des pratiques qui pourraient aussi être générateurs de savoir. Et on parle effectivement de savoir pratique et d'expérience. Et on fait d'ailleurs la différence, très facilement, entre savoir théorique, savoir intellectuel, et les savoirs issus de l'expérience, qui seraient plutôt liés à des savoirs liés à l'expérimentation, à l'expérience, à ce qu'on vit. On différencie les deux. Très honnêtement, cette différenciation, alors là pour le coup, elle est très discutable. Parce que les théoriciens s'appuient très souvent, et notamment les scientifiques, sur des expériences en tant que telles qui mènent pour élaborer leur théorie, d'accord ? Donc ils vont aller chercher du côté de la pratique, et les praticiens vont se servir aussi de la pensée théorique pour construire leur propre savoir. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on peut faire cette distinction, c'est pas complètement aberrant, mais elle est quand même très artificielle, puisque les savoirs, par définition, sont poreux, s'alimentent les uns avec les autres. On peut aussi, pour essayer de discriminer les savoirs entre eux, pour essayer de savoir les distinguer, on peut partir d'autres choses qui sont, cette fois, les groupes d'acteurs. Alors, ce qu'on appelle les groupes d'acteurs, c'est que on va partir du postulat qu'en fait, dans la société, tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit, mais réfléchit de positions différentes. D'accord ? De ce point de vue-là, moi je vous propose, c'est une proposition, elle est discutable, mais je vous propose de discriminer 3 types essentiels de savoirs. Les savoirs académiques. Donc je rappelle, les savoirs académiques, c'est les savoirs qui sont, disons, labellisés, qui sont estampillés, qui sont légitimes, où derrière il y a des diplômes, où il y a, vous voyez, ce que c'est que l'académie, voilà, ces savoirs-là, premier type de savoir. Deuxième type de savoir, qui sont plus récents. C'est les savoirs académiques, ça c'est les savoirs, je dirais, historiques. Là-dessus, on a toujours considéré effectivement que les savants savaient. Ok. Après, il y a un deuxième type de savoir qui est le savoir d'action. Alors là, c'est plus nouveau. Les savoirs d'action, c'est notamment, c'est arrivé notamment du fait des professionnels qui, à un moment, ont revendiqué le fait de savoir faire des choses, ce qu'on appelle le savoir-faire. Mais que ces savoir-faire étaient des réels savoirs. C'était très opérationnel, les savoirs étaient importants. Et ces savoirs d'action, c'est, dans l'illustration, essentiellement le savoir des professionnels, mais aussi des militants, etc., de tous les gens qui se coltinent à l'action pour transformer cette fameuse réalité. Deuxième type de savoir. Alors, il y a aujourd'hui une preuve de la, entre guillemets, l'État français a reconnu enfin ces savoirs. C'était très long pour faire reconnaître ces savoirs. Notamment à travers ce qu'on appelait la VAE, la validation des acquis d'expérience. Vous savez qu'on peut obtenir aujourd'hui un diplôme sans passer par l'académie, entre guillemets, par les centres de formation, simplement à partir de l'expérience de terrain qu'on peut faire valider. Donc aujourd'hui, les savoirs d'action sont reconnus. Et vous allez voir l'importance de cette reconnaissance. Dernière forme de savoir, et là pour le coup qui sont beaucoup plus nouveaux et beaucoup plus contestés, c'est ce qu'on appelle les savoirs du vécu. Alors les savoirs du vécu, en fait, ce seraient les savoirs, et je vais revenir là-dessus, liés à l'expérience de la vie. Je ne vous cache pas que du côté notamment académique, mais y compris du côté des professionnels, le fait que ce savoir existerait est encore l'enjeu de grosses polémiques.
C'est loin d'être gagné. Mais ça avance. Ça avance. Alors, j'ai pas le temps là d'en parler, mais j'étais récemment à Paris, où notamment il y a ce qu'on a, enfin un certain nombre d'intellectuels. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de parler de Paris. Alors on ne parlera pas de Paris. Bon, enfin, sachant que du côté du savoir vécu, ça commence à prendre forme. Je vous en dirai plus si vous voulez savoir. Bon, alors là, je suis très en retard. Alors, pour résumer, je ne sais pas comment on va s'en sortir, hein. Je suis même pas à la moitié de mon truc, mais vous avez prévenu. Vous n'avez pas que c'est pas grave. Dans le débat, à la pause, je vous raconterai ça. Bon, ce qui est important dans cette affaire-là, dans ce que je voulais vous dire, c'est que le savoir, en fait, a besoin d'être reconnu. D'accord ? Et de ce point de vue-là, je vous propose une autre expression de Michel Serres que je trouve passionnante. Il dit « Qu'est-ce qu'un savoir ? C'est un savoir reconnu. Quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est reconnu. Le savoir n'existe que reconnu, la personne n'existe que reconnue. » Donc le savoir, pour avoir cette étiquette de savoir, a besoin d'être reconnu par l'autre. Sinon, il reste au mieux au stade de ce qu'on appelle la connaissance, mais il n'accède pas au statut de savoir. Bien. Eh ben, je ne sais pas où j'en suis là. On va continuer comme ça, on va aller vite. Je vais quand même vous parler un petit peu plus des savoirs du vécu. Jean, j'ai fini là ? 5-10 minutes. Bon, je vais passer assez vite, hein. Et puis voilà, je vous parlerai de mes anecdotes, de petites histoires, j'adore ça. Plus tard, à la pause. Alors, qu'est-ce que c'est que le savoir du vécu? Parce qu'effectivement, ça pose débat. Actuellement, c'est au cœur du débat. Hein. Est-ce que ça existe? Je vous dis, il commence à y avoir quand même une forte reconnaissance. C'est dommage que je ne peux pas vous parler de Paris, mais je vous en parlerai. Parce qu'il y a au moins un type de savoir du vécu qui aujourd'hui connaît une grande reconnaissance, c'est dans le domaine de la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, les professeurs même qui travaillent sur le cancer ou sur le sida, etc., disent, sans le savoir qu'ont les malades de leur maladie, on ne peut pas les soigner. Très loin quand même. Hein. C'est-à-dire que les savoirs du vécu, pour le coup des patients du sida par exemple, ou des gens qui ont le cancer, mais également pour les gens qui ont le diabète, etc., est aujourd'hui reconnu par les plus grands professeurs comme étant un savoir essentiel pour traiter ces malades. Quand même quelque chose de nouveau ça. Alors dans le domaine de la santé, ça commence un petit peu à bouger. Dans le domaine du social, bon, ça vient mais ça coince un peu, hein, il faut être très clair. Alors pour essayer d'être un peu clair, il y a notamment un groupe de personnes avec lesquelles, des copains je dis, alors j'ai vu qu'il y en avait un dans la salle, mais, avec lequel je suis quand même en lien étroit, je ne veux pas le cacher, c'est ATD Quart-Monde. Et sur cette question-là, ATD Quart-Monde, vous connaissez, je suis à la pause aussi, si vous ne connaissez pas ATD, ATD Quart-Monde, qui est un groupe en gros de personnes en situation de pauvreté, qui sont réunis au niveau national, depuis des années, travaillent sur cette question de ce que seraient les savoirs du vécu. Et dans un de leurs ouvrages, paru en 99, je vous lis une des citations, donc un produit par des gens qui vivent la pauvreté, et qui ont réfléchi à ces questions. Pour parler des savoirs du vécu, voilà comment ils les définissent, et je trouve ça très chouette, ils appellent ça l'école de la vie. Pour chacun, l'école de la vie est source de savoir au sens le plus profond du terme. C'est en réfléchissant sur sa propre vie que chacun devient véritablement propriétaire de lui-même. On retrouve ici l'idée de Paulo Freire, la conscientisation. Hein. C'est en réfléchissant sur sa propre vie que chacun forge peu à peu des savoirs qui l'aideront à mieux maîtriser sa destinée. À mieux maîtriser sa destinée. Ça, je trouve que je trouve cette citation. Alors, pour la petite histoire, justement, eux, c'est pas forcément des gens qui sont labellisés comme étant des savants. Pourtant, la profondeur de leur réflexion, à mon avis, vaut beaucoup d'études que je trouve chez les savants. L'école de la vie qui serait en fait source de construction de savoir. C'est quand même une idée qui me paraît particulièrement intéressante. Alors justement, puisque je veux parler d'ATD Quart-Monde, je vais vous parler en gros, son fondateur, qui s'appelait Józef Brzezinski, et qui lui définissait l'importance de prendre en compte ces savoirs en disant, là je vais aller assez vite, hein, je m'en excuse, tout homme s'efforce de comprendre ce qui lui arrive et pose des actes pour un but qui est son but. Et sa pensée s'organise en fonction de ce but-là. Tout être humain se fait chercheur à la recherche de son indépendance, à la recherche d'une compréhension de lui-même et de sa situation, lui permettant d'écarter les insécurités et les craintes,
de maîtriser son destin plutôt que de le subir et d'en avoir peur. Là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que Brzezinski, en gros, définit à quoi ça sert, ces savoirs du vécu. Et il dit, ces savoirs du vécu permettent à l'individu en situation d'exclusion ou d'oppression de trouver finalement les armes qui vont lui permettre de combattre les causes de cette oppression et de prendre en main son destin. Pour Brzezinski, le drame des pauvres, c'est que justement ils ne choisissent pas, qu'ils n'ont plus la possibilité de choisir, qu'on ne leur autorise même plus de choisir, et donc qu'ils ne sont que des sujets passifs. Et Brzezinski disait, pour changer la société, qu'elle soit réellement démocratique, il faut que ces sujets passifs deviennent des acteurs actifs, enfin des acteurs de la société, de réels acteurs participant à la vie sociale. Voilà en gros l'intérêt. J'ai fini là ou pas? Dernière chose, 4 minutes. Dernière chose, 5 minutes. Extraordinaire, si j'assiste un peu, je vais en avoir 10. Mais vous ne mangez pas ce midi, donc c'est emmerdant. Donc, j'ai perdu des gens là, en fait. Parce que j'y vais de plus en plus vite, là ça commence à devenir un peu compliqué. Rassurez-vous, j'ai plus le temps, donc je vais bientôt terminer. Le danger quand même de tout ça, ce serait d'idéaliser ces savoirs du vécu. Le grand danger serait de penser que les gens dont on ne connaît pas pour l'instant, ou encore très peu, l'intelligence, seraient en mesure par eux seuls de comprendre le monde et de trouver toutes les solutions permettant de régler les problèmes qui se posent. Ça, c'est une illusion. C'est faux. Leur point de vue est essentiel pour appréhender la réalité. Leur point de vue est essentiel pour trouver des solutions pour que cette société devienne démocratique. On ne peut pas se passer de leur point de vue. Il est primordial. Pour autant, ça ne veut pas dire que leur point de vue, c'est la vérité. C'est leur point de vue, on en a besoin, mais ce n'est pas forcément la vérité. Un autre danger serait de penser que l'expérience de vie suffit par elle-même pour avoir une intelligence de la situation. Vous savez, quand on parle par exemple de l'expérience des anciens, hein, quand on parle avec même, on présuppose, quand on dit ça, que forcément par l'expérience, les anciens seraient possesseurs d'une sagesse. Alors croyez-moi, les vieux cons, j'en connais. J'en fais peut-être partie d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Ça veut dire que l'expérience par elle-même de la vie n'est pas suffisante pour définir ce que serait la réalité. Et pour réellement essayer de contribuer à construire un savoir, cette expérience de la vie a besoin, comme tous les savoirs, d'être construit, d'être critiqué, d'être autocritiqué. Ça demande une véritable élaboration, un véritable travail. Ça ne vient pas du tout spontanément. Il n'y a pas expérience et savoir. Il y a expérience, travail, réflexion, confrontation, engueulade s'il y a besoin, aller chercher aussi du côté des autres savoirs pour que ça devienne réellement un savoir. Vous voyez, ça c'est important. Le savoir du vécu, c'est une construction qui demande autant de rigueur que la construction des autres savoirs et qui n'est pas spontanée. J'insiste là-dessus parce que idéaliser le fait que, simplement en donnant la parole de ceux qui ne parlent pas, on aurait la solution à tous les problèmes, ça c'est une illusion. C'est une illusion. Par contre, ne pas prendre en compte leurs paroles, c'est aussi continuer à laisser ces gens-là dans l'ignorance, dans la possibilité de ne pas s'exprimer, c'est aussi s'illusionner sur le fait qu'on puisse faire évoluer cette société. Vous voyez ce que je veux dire? Ce savoir-là est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Alors, c'est ce que dit d'ailleurs, à nouveau, je cite Adèle Carmonde, vous allez dire que... Je n'en fais pas partie, hein, pour la petite histoire, même si je suis copain de leur mouvement, mais je trouve quand même que, de ce point de vue-là, ils ont été assez loin dans la réflexion, donc je vous propose là aussi une définition, c'est le vécu en tant que tel n'est pas transformateur. L'expérience vécue ne transforme que si elle est réfléchie. Réfléchir sur sa vie, c'est aussi une façon de se libérer, car se libérer de la misère, c'est guérir d'un mal dont se sentent coupables ceux qui le vivent. Le principal obstacle aujourd'hui à la conscientisation, c'est que par les opprimés, les exclus, les pauvres, enfin vous pourrez mettre tous les sacrifiés que vous voudrez, enfin tous les gens qui sont d'en bas là, hein, le principal obstacle qu'on rencontre aujourd'hui, sans doute, c'est le fait que ces gens-là finissent
pour survivre aussi. Hein. C'est un réflexe tout à fait normal, parce que toujours réfléchir, c'est compliqué, hein, donc on est dans la survie, mais finissent par admettre que leur situation est légitime. Elle n'est pas légitime dans nos sociétés aujourd'hui. Arrêtons tous ces discours du pognon en trop qui serait versé ou je sais pas quoi, de tout ce discours de culpabilisation sur les assistés, etc., qui est un discours absolument antidémocratique. Antidémocratique, je ne suis pas d'accord, les premiers corbeilles, il y en a peut-être besoin, et encore je ne suis pas persuadé, mais ça fait longtemps que derrière on a coupé la corde, et c'est ça dont il s'agit, c'est de raccorder et de refaire des liens avec la société, et de permettre aux gens qui sont en situation aujourd'hui d'exclusion de retrouver, ou de trouver, parce qu'ils n'ont peut-être jamais trouvé, la place qui leur revient dans cette société-là. Leur place, toute leur place, mais rien que leur place aussi. C'est-à-dire que c'est leur place. Voilà. Et sans leur place, ces sociétés ne pourraient pas devenir démocratiques. Bon, alors, ben voilà, dernière chose, parce que voilà, j'ai fini là, hein, c'est fini. Bon, dernière chose. Je vous l'ai plus ou moins introduit, donc ça m'arrange bien. En gros, l'idée, si vous voulez, dont on peut parler, c'est que pour construire co-construire un nouveau savoir, il est important justement d'envisager de façon très concrète comment ces différents savoirs peuvent dialoguer. Alors là, je suis très heureux d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, dans la présentation même de cette journée, je pense qu'on est typiquement dans cette journée, dans un moment, dans un lieu où justement l'enjeu dont il s'agit, ce sera de croiser ces différents types de savoirs. Alors, d'un côté, le savoir académique, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas cracher dessus. Enfin, il y a des choses tout à fait précieuses dans la littérature, dans les bouquins, etc. On en a besoin. Alors, je vous dis, c'est pas non plus, c'est pas la panacée. C'est surtout pas que là qu'on va trouver la solution. Mais refuser de considérer que tout ce qui serait de l'ordre de l'intellectuel serait forcément mauvais, là c'est de la démagogie, c'est pas vrai. Bien entendu, les savoirs académiques, les recherches scientifiques sont importantes et il faut en prendre en compte. Deuxième type de savoir, à l'autre bout là, savoir d'action, les savoirs des professionnels, puisque dans la salle, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de professionnels. Vos savoirs sont précieux, il faut les défendre, bien entendu qu'ils sont précieux. Et il faut continuer d'ailleurs à les élaborer. C'est pour ça que moi je suis tout à fait partisan de cette réflexion collective au sein des professionnels pour essayer d'améliorer encore la façon dont ils appréhendent leur travail. Je pense notamment, j'ai vu qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux. Chez les travailleurs sociaux, en gros, soyons très clairs, c'est quand même pas la corporation la plus fasciste qui existe dans notre pays. Les gens qui choisissent ce boulot-là, en général, bon, c'est quand même des gens qui ont, en gros, plutôt une vision humaniste de la société. Ou autrement, s'ils font ce boulot simplement pour des raisons financières, en plus ils sont gourés parce que c'est pas là qu'on gagne tellement de fric. Donc, ces gens-là ont effectivement des savoirs, et ces savoirs-là sont très précieux, et bien entendu, il faut continuer, il faut qu'ils revendiquent le fait que ces savoirs-là doivent être pris en compte par les puissants, par ceux qui les dirigent, et ces savoirs-là continuent à être travaillés. Donc voilà, deuxième type de savoir. Mais le troisième type de savoir, et là je suis très heureux en face de moi d'avoir des gens qui évidemment s'occupent à travailler ces questions-là, c'est les savoirs du vécu, les savoirs issus des personnes auprès desquelles travaillent ces professionnels. Et ces savoirs-là, alors moi je salue vraiment, parce que je sais que vous êtes des pionniers, messieurs, mesdames, qui s'y mettaient, mais le boulot que vous faites, très honnêtement, il est vachement essentiel, parce que là, tout d'un coup, et je sais que, bon, pour être assez proche de vous et travailler avec un certain nombre de groupes, je sais les efforts, le boulot que vous mettez dans cette affaire-là, l'énergie absolument extraordinaire que vous mettez là, et vous avez déjà produit des choses tout à fait étonnantes, qu'il faut continuer à travailler, et donc vous travaillez de chacun de votre côté. Le problème, hein, c'est que vous voyez, ça peut être aussi des voies parallèles qui ne se rencontrent jamais, ça peut être des autoroutes parallèles. Ce qu'on propose, ce qui est aujourd'hui important, l'enjeu important, c'est de s'arranger pour qu'à certains moments, c'est peut-être le cas aujourd'hui, en tout cas je l'espère, tout d'un coup ces voies parallèles puissent se croiser pour pouvoir essayer de construire quelque chose qui nous permettrait d'apprendre un peu mieux la réalité et de faire que le savoir soit plus libérateur qu'oppresseur. Je vous remercie.